Bon, c'est toujours possible, hein, c'est toujours possible, mais la glycémie est gérée par plusieurs paramètres, ainsi de suite. Il y a les aliments, ce que nous mangeons, il y a les hormones telles que c'est produit. Parmi les hormones là, il y a les hormones qui baissent la glycémie comme l'insuline, il y a les hormones qui augmentent la glycémie comme le glucagon. Bon, lorsqu'il faut faire allusion à l'âge, bon, les personnes âgées, tout dépend. Bon, même l'âge là, quand on dit l'âge là, les personnes âgées, la vieillesse, il y a plusieurs types aussi de vieillesse. Bon, je n'entre pas dans ces détails-là. La vraie vieillesse, c'est quand même par une certaine fragilité. Et dans cette fragilité, la personne peut se mettre à ne pas avoir envie de manger, ainsi de suite. Donc, ce glycémie risque d'avoir tendance à baisser. Bon, ou alors, ces malades-là, s'il a eu d'autres problèmes, par exemple au niveau du pancréas, ainsi de suite, ça peut modifier sa glycémie. Donc ici, je ne vois pas l'âge comme quoi, bon, le fait qu'on est âgé directement, la glycémie fait des modifications, mais je vois que tous les problèmes qui accompagnent la personne qui est âgée peuvent influencer la glycémie dans un sens comme dans un autre. Si c'est un malade qui a beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies qui font qu'il puisse recourir à tel ou tel médicament, qui font que telle ou telle maladie peut avoir telle influence sur la glycémie. Donc, on peut avoir des modifications de la glycémie par rapport à l'âge. Mais là, je comprends l'âge par rapport à un certain âge, effectivement, quand on commence à aller au-delà des 60, ainsi de suite. Mais avant ça, je crois que la glycémie est gérée comme chez toute autre personne. Bien évidemment, chez les tout petits aussi, vous savez, toujours les caprices. Il y a des enfants qui ne mangent pas assez et tout ça, là, qui n'aiment pas se procurer de la nourriture, ainsi de suite. Pendant qu'on cherche à les nourrir et tout ça, ils vont avoir aussi des petites modifications de la glycémie. Mais ne vous en faites pas, les pancréas a ce rôle-là. Quand vous n'avez pas assez mangé, il y a une autre hormone qui va remonter la glycémie. Quand vous avez trop mangé, il y a une autre hormone aussi qui va essayer de baisser la glycémie. On garde les glycémies qui sont tout à fait normales, sauf lorsqu'on devient alors diabétique, et les modifications là, l'absence de production de l'insuline, l'absence d'une bonne action de l'insuline peut finalement faire que la glycémie. Ah oui, je crois que j'ai essayé quand même d'aborder ça lorsque je parlais du diagnostic du diabète. J'ai dit qu'il y a plusieurs volets. Il y a un volet où il y a beaucoup plus les complications et tout ça là. Donc, parmi les complications, vous savez, j'aurais peut-être du mal à ne pas expliquer parce que vraiment profond cette question-là. Pour ceux qui nous suivent, pour les communs des mortels, pour le public de manière générale, les diabètes ont des complications qui peuvent toucher les vaisseaux. Et les complications qui touchent d'autres organes. Soit c'est les vaisseaux, soit d'autres organes. Mais lorsque nous voyons maintenant les vaisseaux, il y a des complications qui touchent les petits vaisseaux. Il y a d'autres complications qui touchent les gros vaisseaux. Bon, lorsqu'on voit maintenant les complications qui touchent d'autres organes, tous les organes peuvent être touchés, les articulations, la peau, les yeux, ainsi de suite peuvent être touchés. Mais tous ces groupes de complications ici, je suis en train de voir les complications qui sont chroniques, c'est-à-dire dégénératives à cause d'une exposition prolongée à un excès de sucre. Mais il y a aussi des complications qu'on appelle des complications aiguës, c'est-à-dire que la personne allait bien du coup parce que le taux de sucre augmente, il peut faire aussi certaines complications aiguës que nous appelons aussi des complications métaboliques. Les diabétiques de type 1, dans les complications métaboliques, va faire une acidose cétose métabolique, c'est ce que nous disons. Il ne va pas bien respirer, il peut avoir des troubles digestifs et puis les taux de sucre augmentent, ainsi de suite. Les diabétiques de type 2, comme complication aiguë, il peut faire ce que nous appelons le coma hyperosmolaire, c'est-à-dire l'élévation de la glycémie s'accompagne de l'élévation aussi du sodium et tout ça, ça amène une hyperosmolarité dans son corps et il peut se retrouver en coma très déshydraté, ainsi de suite. Ça, ce sont des complications qui sont aiguës. Les diabétiques de manière générale, peuvent faire aussi des infections graves, sévères. Ça entre tout dans les complications aiguës, mais cette fois-là, des complications qui sont infectieuses. Mais il y a quand même une complication métabolique qu'on ne parle pas trop parce que ce n'est plus très fréquent. Le fait qu'un diabétique de type 2 prend la metformine alors qu'il a un problème rénal ou hépatique ou cardiaque ou bien pulmonaire. Et ces malades-là peuvent faire aussi une complication qu'on appelle l'acidose lactique. Là, c'était dans aigu. Mais s'il faut revenir dans les complications maintenant chroniques, j'ai dit, ce sont les vaisseaux ou d'autres organes. Quand ce sont les vaisseaux, ce sont des petits vaisseaux, des gros vaisseaux. Alors, dans les petits vaisseaux, c'est là qu'on va avoir la complication au niveau de la rétine,
et donc la personne va avoir un problème avec la malvoyance jusqu'à la cécité, ainsi de suite. Mais on peut aussi avoir toujours dans les petits vaisseaux des reins, et donc là, le malade va évoluer jusqu'à faire ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Notez que le diabète sucré est parmi les causes principales de l'insuffisance rénale chronique. Et toujours dans les petits vaisseaux, lorsque ça touche les nerfs, on appelle ça neuropathie. La personne va commencer à avoir des douleurs au niveau des pieds, des pertes de sensibilité, ainsi de suite. Ça, c'était pour les petits vaisseaux. Mais pour les gros vaisseaux, c'est généralement les gros vaisseaux, quand ils sont ils connaissent les dépôts des graisses au niveau des vaisseaux, on appelle ça athérosclérose. Et ces patients diabétiques là avec des complications au niveau des vaisseaux, mais des gros vaisseaux peuvent faire un AVC, un infarctus du myocarde, ou bien des artéropathies des membres inférieurs, des obstructions des artères qui vont vers les membres inférieurs jusqu'à ce qu'ils vont développer les gangrènes, les ulcères, ainsi de suite. Oui, la prise en charge du diabète sucré a aussi plusieurs volets. En principe, il faut normaliser la glycémie, traiter les facteurs de déséquilibre, traiter les complications. Pourquoi pas aussi traiter les autres facteurs de risque cardiovasculaire? Parce que le diabétique n'est pas que diabétique, il peut être aussi hypertendu, il peut aussi avoir un problème d'excès de cholestérol, il peut aussi avoir un problème d'acide urique, il peut être aussi obèse, il peut aussi être tabagique, il peut aussi être alcoolique, ainsi de suite. Donc tous ces autres facteurs-là doivent aussi être traités. Mais la vision de la question, je vois plus dans la normalisation de la glycémie, parce que les autres aspects, bon, les médecins vont s'en charger. Par rapport à la normalisation de la glycémie, il y a des volets aussi. Il y a un volet qui est non pharmacologique et un autre volet qui est pharmacologique. Dans les volets qui est non pharmacologique, là, il faut noter que vous avez l'activité physique et une alimentation appropriée. On n'aime pas trop dire les régimes du diabétique, ça n'existe pas, mais c'est une alimentation qu'on peut adapter pour lui éviter qu'il apporte un excès de sucre, ainsi de suite. Donc, alors, l'activité physique, c'est important, c'est nécessaire, surtout quand on est dans le diabète de type 2. Donc, il faut que cette personne-là pratique l'activité physique. Pour nous, quand on parle d'activité physique, c'est-à-dire une activité, un exercice qui va permettre à ce que ces malades puissent transpirer. Là, on suppose que, bon, voilà, il aille à brûler les calories, ainsi de suite. Donc, l'activité physique est nécessaire. En dehors, à côté de l'activité physique, toujours dans le volet non pharmacologique, il y a l'alimentation. Nous disons une alimentation saine par rapport à son diabète. Il faut qu'il puisse éviter trop ce qui est trop gras, il faut éviter ce qui est trop salé. Et par rapport au sucre, ainsi de suite, déjà, tous les aliments d'emblée qui sont sucrés, on leur demande de pouvoir éviter ça. Tout ce que quand il prend ces sucrés, on demande d'éviter, sauf peut-être les fruits, où bon, voilà, il y a certains fruits qui peuvent être conseillés. Les fruits, de manière générale, sont conseillés, sauf ceux qui ont vraiment un index un peu beaucoup plus élevé qu'il faut quand même essayer de prendre avec modération. Le diabétique doit prendre suffisamment de poissons, il doit prendre suffisamment de légumes, ainsi de suite. Et dans sa nourriture, il doit vraiment éviter, comme je viens de le dire, les aliments qui ont une composition, une teneur un peu élevée en sucre. Donc ça, c'est le volet qui est non pharmacologique. Mais dans les volets maintenant pharmacologiques, quand vous êtes face à un diabète de type 1, donnez, il faut l'insuline à ces malades-là. Rien à faire, il n'y a pas autre chose que l'insuline. Mais quand on est dans le diabète de type 2, il y a plusieurs médicaments. Pas de diabète de type 2, il y a plusieurs mécanismes. En dehors de la résistance à l'insuline et en dehors aussi d'une défaillance de la fonction du pancréas, il y a aussi d'autres mécanismes qui existent. Et par rapport à tous ces mécanismes, il y a des médicaments qui avaient été mis au point. Et ces médicaments peuvent être utilisés. C'est comme ça qu'il existe des algorithmes de traitement, des consensus, des recommandations qui sont données pour pouvoir soigner le diabète de type 2. Donc, ça commence par la metformine. Après la metformine, on peut ajouter une deuxième molécule, par exemple des insulinosécréteurs. Après les insulinosécréteurs, on peut ajouter une troisième molécule, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on peut introduire l'insuline. Mais tout ça, en tenant compte des glycémies de la personne, on peut réajuster les doses, ou en tenant compte de ce que j'avais dit, l'hémoglobine glyquée, qui est généralement réalisée tous les 3 mois. Si dans les 3 mois qui suivent, l'hémoglobine glyquée n'atteint pas l'objectif d'une valeur inférieure à 7%, on est obligé d'ajouter une deuxième molécule à la première molécule qui avait déjà été utilisée à sa dose maximale et de manière tolérée. Donc voilà, s'il faut seulement avoir l'aspect qu'on appelle glycocentrique, c'est ça. Donc dans les traitements de diabète, la vision glycocentrique voudra ce qu'il y ait un traitement non pharmacologique faisant recours à l'alimentation saine et à l'activité physique. Mais alors les traitements pharmacologiques
faire recours soit à l'insuline quand on est dans le diabète de type 1 ou dans le type 2, recourir aux différentes molécules qu'on peut utiliser en suivant les recommandations qui sont données. Quand on utilise une molécule, on essaie de faire des titrations augmentées de dose de cette molécule en fonction de la glycémie qui peut être fait chaque jour, autant de fois par jour. Mais par contre, tous les 3 mois, on fait l'hémoglobine glyquée. Lorsque l'hémoglobine glyquée maintenant est au-delà de l'objectif, c'est-à-dire supérieur à 7%, en ce moment-là, maintenant, on peut ajouter une deuxième molécule et on fera comme ça, c'est ce que le malade peut atteindre 2, 3, 4 molécules jusqu'à ce que, si on décide aussi d'introduire l'insuline, on va aussi introduire l'insuline à ce malade. Les hyperglycémies, c'est... Bon, le diabète sucré en soi, c'est un état d'hyperglycémie. En fait, c'est ça. Et c'est cette hyperglycémie qui va être responsable de toutes les complications qu'on peut avoir. J'ai cité les complications aiguës, j'ai cité aussi les complications chroniques. Et ces complications aiguës ou chroniques-là peuvent aussi tuer les malades. Ils seront en hyperglycémie. Mais ici, l'aspect qu'on est en train de dire ici, là, parce que moi, je me mets à la place des professionnels de santé de manière générale, infirmiers, médecins généralistes, et puis les publics de manière générale. Je comprends votre question. Je ne la comprends pas comme un spécialiste, un expert qui parle aux experts, mais je comprends la question par rapport à ce qui se dit de manière générale. Alors, de manière générale, c'est quand vous êtes face à un malade, il faut faire attention aux hypoglycémies parce que quand il y a une hypoglycémie à un certain degré, le malade peut mourir directement. Mais l'hyperglycémie, bien que c'est délétère, bien qu'elle peut conduire à la mort, ne tuera pas autant comme l'hypoglycémie peut emporter quelqu'un. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il faut faire attention. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas savoir est-ce que c'est l'hypo ou c'est l'hyper, alors je préfère que vous soyez soigné comme si c'était l'hypo. Comme ça, vous allez les bien faire la glycémie. Au moins, si la glycémie était à 200, ça arrive à 300, je pense que ça va tuer directement la personne. Qui est dans une situation où vous ne savez pas si c'est l'hypo ou c'est l'hyper, bon, vous les soignez comme si c'était hyper. Vous voyez les combles. S'il était alors à 90, et vous êtes en train de sonner comme c'est l'hyper, il va encore faire l'hypo et il va mourir de ça. Mais dans tous les cas, ça c'était des notions aussi anciennes, ainsi de suite, dans des environnements où il n'y a pas de glycomètre, il n'y a pas d'appareil. Dans une situation, une institution hospitalière où il y a les glycomètres, les patients qui ont les glycomètres, c'est pas compliqué. Quand il sent quelque chose qui ne va pas, en 5 secondes, on a le résultat d'une glycémie. À moins que la personne ne soit pas autonome, ne soit pas dépendant, ne soit pas indépendant, ne puisse pas être conscient pour faire la glycémie et regarder. Mais sinon, dès qu'on doute, donc dès qu'on hésite, si seulement la personne, il y a les glycomètres, les lecteurs de la glycémie à portée du patient ou de la patiente, t'as directement contrôler et voir. Mais dans la partie courante, chers professionnels de santé, chers malades, évitez plus des hypoglycémies et des hyperglycémies. Dans ce sens, on dit effectivement les hypoglycémies vont être plus délétères que les hyperglycémies. Ah, bon, c'est la dernière question, mais c'est la plus longue. Qu'est-ce que je vais dire aux patients, ainsi de suite. D'abord, ceux qui ne sont pas diabétiques, c'est faire dépister. Vous savez que dans la famille, il y a des diabétiques, papa est diabétique, maman est diabétique, ainsi de suite. On doit en principe généralement se faire dépister de temps en temps. Ça, je dis d'abord à ceux qui ne sont pas diabétiques. Ceux qui ne sont pas diabétiques, ils doivent déjà améliorer leur hygiène de vie, leur alimentation, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Éviter à tout moment, c'est toujours les coca, c'est toujours les biscuits, c'est toujours les bonbons, c'est toujours les chocolats. Bon, voilà, c'est pas très bien, même dans les écoles. Il faut éviter l'hygiène parce qu'il y a des écoles maintenant qui commencent quand même à instruire les enfants pour dire que bon, chaque vendredi, jeudi, c'est les jours où il n'y a pas de sucre, il faut donner de l'eau aux enfants, ainsi de suite, c'est déjà une bonne chose. Donc, manger moins gras, moins salé, moins sucré, c'est déjà une très bonne chose. Avoir l'habitude de prendre suffisamment les fruits, de prendre les légumes, ainsi de suite, c'est aussi déjà une bonne chose. Ce sont des conseils de manière générale pour prévenir la survenue du diabète. Mais pour ceux qui sont déjà diabétiques, ce que je vais leur dire, il faut qu'ils puissent adhérer au processus de prise en charge. Ils doivent adhérer au programme de prise en charge. Voir son médecin régulièrement. Lorsque le médecin vous dit qu'il faut le voir dans un mois. Si vous dit dans 2 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, allez-y, dans une semaine, revenez. C'est toujours important. Et non seulement respecter les jours des rendez-vous de consultation, mais suivre aussi ce que le médecin vous demande de faire. Respecter l'activité physique telle que les médecins demandaient, respecter l'alimentation telle qu'il vous a proposée, mais aussi prendre correctement ces médicaments. Ne décidez pas de vous-même. C'est vrai, dans les maladies chroniques, nous disons toujours que c'est les patients qui sont d'abord les médecins de soi-même, mais il faut toujours être en collaboration avec son médecin ou son professionnel de santé
Il ne faut pas manquer les numéros d'un professionnel de santé, de sorte que quand vous avez des difficultés, vous pouvez toujours appeler pour pouvoir échanger. Donc, voilà, il faut une bonne hygiène de vie, des pieds, comment laver les pieds, comment nettoyer les pieds, quel genre de souliers il faut mettre, quel genre de chaussures il faut porter. Et donc, tout cela, vraiment, ça compte beaucoup lorsqu'on est face aux personnes qui souffrent de diabète. Alors, merci beaucoup, docteur, pour ce temps disposé. Nous voici arrivés à la fin de notre série d'interviews, de ces numéros d'interviews. Voilà, nous remercions chaleureusement le docteur Rémi Kapongo pour son précieux temps disposé ainsi que pour les connaissances. Alors, nous disons merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et à nous voir au prochain numéro. Mellitus, éduquer pour protéger l'avenir. Merci.